Très cher ami lecteur, après avoir terminé de rédiger mon article sur le blog, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus à dire que ce que je m'étais contentée d'écrire. Il y a des informations et des émotions que je veux vous transmettre grâce à mes superbes intonations de voix et grâce à ma super gestuelle. C'est parti, c'est le lancement de l'épisode maintenant. Commençons donc par le début, voulez-vous ? Dès que la saison de Bénédicte a été annoncée, j'ai été réticente et je l'ai été encore plus lorsque j'ai vu que le casting ne respectait absolument pas les caractéristiques physiques que l'auteur avait données à chacun de ses personnages. Je pense notamment aux cheveux blancs de Sophie, à ses yeux vert noisette qui ont muté pour devenir des cheveux bruns et des yeux marrons. Non pas que cela me déplaise personnellement, c'est simplement que je n'ai pas compris l'intérêt de changer cet aspect du livre, d'autant plus que les changements n'apportaient absolument rien de plus à l'intrigue et à l'histoire. Vous l'aurez compris, je n'avais aucune attente. Pourtant, cette nouvelle saison, bien que prévue ennuyeuse, s'est révélée bien plus intéressante que ce que je ne pensais. Je crois que je n'étais pas la seule à n'avoir aucune attente quant à cette saison consacrée au charmant Bénédicte, qui, je tiens à préciser, est le livre le plus ennuyeux de la saga Bridgerton, selon moi, évidemment. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai relu l'histoire écrite par Julia Quinn il y a peu, dans l'optique de me mettre dans les bonnes dispositions avant d'aller regarder l'adaptation de Netflix. Je dois avouer que le livre m'a ôté toute envie de voir la série, et qu'alors que je m'apprêtais à lancer la 4e saison, je me suis dégonflée pour finalement me retrouver devant la saison 1, qui était jusqu'à présent la meilleure pour moi et pour plusieurs fans. Je l'ai revue en intégralité, en sautant les passages les moins marquants. Puis, je me suis sentie mal parce que j'avais promis à une amie de regarder la saison pour en discuter avec elle. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai pris place sur mon canapé. J'ai allumé ma télé et j'ai lancé cette saison 4. Je tiens à souligner d'ailleurs ma surprise lorsque j'ai vu écrit en haut de l'écran à gauche 16+ et sexe. C'est donc maintenant ce qui caractérise la série. Où sont passées les thématiques romance, époque ? Est-ce que quelqu'un a l'explication ? Et est-ce que cette personne peut me la donner parce que... D'autant plus que j'ai trouvé cette saison nettement moins explicite que les précédentes, à moins que ce soit parce que j'ai fait passer toutes les scènes en avance rapide. Parce que donc, soyons honnêtes, elle n'avait que peu d'intérêt pour l'intrigue de la série. Dans cette 4e saison, c'est sans surprise les aventures de Bénédicte que nous suivons. Ce cher Bénédicte qui part en quête de cette séduisante et spirituelle jeune femme qu'il a rencontrée au bal masqué de sa mère. Bal masqué au cours duquel on pouvait aisément deviner les visages des personnes en dessous. Mais bal masqué quand même, au cours duquel Bénédicte envisage sérieusement le mariage. Et donc, vous l'aurez compris, toute l'intrigue tourne autour de cette jeune femme mystérieuse qui assure ravir le cœur de notre deuxième frère. Seulement, si c'était aussi simple, ce ne serait pas marrant. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça ressemble à un mix de contes de fées entre Cendrillon, Ariel et Rebelle. Rebelle, c'est le nom de la princesse dans Rebelle, c'est Mérida. Donc, Cendrillon parce que la belle-mère est la servante avec ses demi-sœurs et le père qui meurt. Ariel parce que Bénédicte ne reconnaît pas Sophie malgré tous les indices à sa disposition et qu'il a même le toupet de la confondre avec une autre jeune fille qui ressemble à s'y méprendre à la forme qu'avait prise Ursula pour tromper le prince de Ariel. Et rebelle, parce que Bénédicte se rebelle contre sa mère, contre le système, mais qu'au final, il obtient le soutien de cette dernière ainsi que l'approbation de la société. Oui, cette saison était un conte de fées, ancré dans la réalité, avec des choix difficiles à faire. D'ailleurs, les thématiques abordées en sont l'une des preuves les plus évidentes. Je pense à la thématique du deuil. Je dois avouer que sachant que John allait mourir dans cette saison, je n'ai pas cessé de me demander à chacune de ses apparitions à quel moment il allait passer l'arme à gauche. C'était un peu stressant parce que il était là, il était gai, il vivait et d'un moment à l'autre, en fait, il pouvait tomber parce que comme dans le livre, il n'est pas censé être là et que la mort de John se passe entre les 4 murs avec Francesca dans le château avec John,
J'avais juste un peu peur parce que, bah voilà, en fait, je sais même pas l'expliquer, j'avais juste un peu peur. Donc, pour en revenir aux thématiques, le deuil de la jeune mariée que nous montre avoir Francesca nous pose, en fait, nous donne à voir tout un tas de choses parce qu'en fait, on assiste à sa détresse. Comment faire face à la mort alors qu'on commence à peine à vivre? Comment survivre à la perte de l'être aimé? Comment survivre avec ce sentiment d'échec, de ne pas avoir pu donner un héritage à la maison de son époux et de savoir que c'est peut-être à cause de nous que le titre de noblesse va sortir de la famille? Pauvre Francesca! Et une autre partie du deuil, c'est celui de l'épouse qui vivait le bonheur conjugal jusqu'à la toute fin, dont Violette Bridgerton est l'égérie depuis la première saison. Elle pose également tout un tas de questions, dont celle-ci. Qu'est-ce qui pousse à continuer alors que tout s'écroule autour de nous? Vivre pour ses enfants? Est-ce suffisant pour vivre heureuse? Est-ce un bonheur par procuration ou est-ce un bonheur sincère? Je n'ai pas vocation à y répondre, je pose juste les questions. Une autre des thématiques abordées est celle du poids des responsabilités. On a tendance à penser que naître avec une cuillère en diamant, en or ou en argent est une très grande faveur. Cela est certes vrai, mais cela implique également de grandes responsabilités, parfois bien trop grandes et bien trop lourdes pour les frêles épaules des personnes que l'on jette dans le monde parfois bien trop tôt. Je pense à ces jeunes filles à peine sorties de l'enfance qui doivent décrocher une promesse de mariage et gérer une maison. Idéalement, dès leur première saison, pour éviter d'être targuées de vieilles filles. En fait, c'est tellement de pression. Je ne peux évidemment pas oublier la rigidité des règles de la haute société. On doit bien leur concéder que cette volonté de coller à l'étiquette à préserver la pureté de la race pendant longtemps. Je trouve d'ailleurs que ces règles, que plusieurs trouvent aujourd'hui démodées et non progressistes, avaient pour objectif de bien sûr protéger les lignées, mais aussi de permettre une certaine élévation sociale. Je pense d'ailleurs, en comparaison à l'époque que nous vivons aujourd'hui, que les règles sont bénéfiques pour le fonctionnement de la société. Si chacun fait ce qu'il veut, c'est l'anarchie et le chaos. Dans le cas de cette saison, elles sont très rigides et manquent cruellement d'émotion, au sens où les conditions des personnes ne sont pas prises en compte. Je pense notamment à cette scène dans laquelle un monsieur est censé faire appliquer la règle pour déterminer si Francesca est véritablement enceinte ou non, pour savoir s'il faut attendre pour que le titre reste dans la famille ou s'il faut chercher un héritier. C'est assez dur. La situation est délicate. Elle vient de perdre son mari en fait. Elle ne sait pas quoi faire, mais la bonne société lui impose cet examen intrusif physiquement et moralement. Et la série le montre de façon très crue. C'est pas le cas dans le livre. Pour info, dans le livre, l'examen n'a pas eu lieu car Francesca était vraiment enceinte et elle perd l'enfant plus tard. Là, elle fait carrément une grossesse nerveuse. C'est dire à quel point son état était instable à la mort de John. En fait, c'était une double peine pour Francesca Stirling et la société s'en est fichue comme de l'an 40. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il en a été de même pour la reine Charlotte. En fait, les choses sont claires. Rien ne compte plus que le protocole. Personne n'a plus de valeur que le protocole. Personne n'a plus de valeur que les règles. La haute société a placé ces règles au-dessus d'elle-même et tous doivent s'y conformer. Les autres thématiques les plus importantes portées par la saga Bridgerton sont également l'amour et la famille. L'amour au sens le plus large, qui regroupe l'amour familial, l'amour d'une mère pour ses enfants, l'amour des enfants pour leurs parents, l'amour entre les fratries, l'amour au sens amoureux. La famille Bridgerton en est le parfait exemple. Tout commence d'ailleurs avec Violette, qui fait un mariage d'amour avec Edmund, qui transmet cette valeur de l'amour à ses enfants, de la possibilité de faire des mariages heureux qui portent des fruits. C'est essentiellement pour cette raison que Violette est le pilier de toutes les saisons. Elle incarne à elle seule à la fois l'amour et la famille.
Elle est toujours de bons conseils pour chacun de ses enfants. Et telle une mère qui se respecte, elle voit venir de très loin les unions de ses enfants, bien sûr. Dans cette saison, Violette marque encore le coup en faisant tout son possible pour que son rebelle de fils épouse la fille qu'il aime en dépit des conventions. Bien sûr, les règles de la haute société l'ont longuement fait hésiter, mais au final, le bonheur de son fils a pris le dessus. Et cela a bien arrangé ses affaires que Sophie soit finalement fille légitime, que plutôt bonne tout court. Dans le livre, contrairement à l'adaptation, c'est Sophie elle-même qui révèle qu'elle est une fille illégitime de Comte, et Bénédicte qui est particulièrement furieux au moment où il découvre son identité secrète. C'est d'ailleurs ce moyen de pression que Violette utilise contre Araminta pour la faire céder. Une scène épique qui se déroule entièrement dans la prison et non au merveilleux bal donné par la reine. Donc, la quête de l'amour, qui captive la majeure partie des spectateurs, n'est pas absolument en reste. Elle n'est en rien facile, mais la chronique des Bridgerton a le chic pour nous emballer dans ces histoires d'amour entre aristocrates, parfois évidentes, parfois moins évidentes, parfois simples et parfois très complexes. Surtout quand il faut prendre en compte les intérêts familiaux, présents et à venir, mais surtout lorsqu'il faut penser à ne pas jeter l'opprobre sur la maison familiale. Déjà qu'à la base, les histoires d'amour ne sont pas simples entre les gens normaux, lorsqu'il n'y a que peu ou pas d'enjeux. Ajoutez à cela les complexités des règles rigides de la haute société, je vous garantis que ce n'est pas facile du tout. Mais malgré tout, il se trouve en chacun de nous cette petite part d'enfance, cette petite part de rêverie que Disney a éveillée en nous et c'est grâce à cela que nous sommes accros. Et c'est pour cela que ça marche. Parce que nous voulons voyager, nous voulons nous projeter dans l'histoire d'amour fictive de quelqu'un d'autre, pour avoir des papillons dans le ventre, pour passer une belle soirée ciné. Autant de raisons qui font que le thème de la romance fonctionne toujours, parce que les gens veulent voyager. Qui sont les personnages marquants de cette 4e saison ? Sophie Beck et Bénédicte Bridgerton, bien entendu. Ce sont nos personnages principaux et c'est leur histoire d'amour qui doit nous faire voyager et qui m'a fait voyager. Commençons par ce cher Bénédicte. 2e fils, il est celui que tout le monde surnomme le débauché parce qu'il ne prend pas sa vie au sérieux. Il ne semble avoir aucun but, il ne veut pas se marier et il assume la charge de son frère, à reculons, et uniquement pour faire bonne figure. Il se saoule dès qu'il en a l'occasion et c'est un libertin plus que notoire. Pourtant, derrière cette façon de vivre se trouve un mal-être que peu de personnes en dehors de Sophie et parfois d'Héloïse ont su mettre en évidence. C'est d'ailleurs de ces 2 personnages dont il est le plus proche, même si dans cette saison, on apprend qu'il a le comportement que Violette avait plus jeune. Le mal-être de Bénédicte vient du fait qu'il ne supporte pas de n'être qu'un Bridgerton parmi tant d'autres. Il ne supporte pas que la société ne le voit pas pour qui il est réellement, à savoir une âme sensible qui n'a pas d'autre moyen de s'exprimer que de se rebeller face à l'ordre établi par cette aristocratie à laquelle il appartient. C'est aussi un artiste qui n'est pas sûr de lui, qui n'est pas sûr de son talent, un peu comme Colline qui, la saison dernière, n'aurait jamais publié ses écrits sans l'aide de Pénélope. Bénédicte ne cherche qu'une chose en réalité, un moyen de donner un sens à sa vie. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour lesquelles il est réfractaire au mariage. Il ne voit, dans les jeunes filles à marier, aucune qui le voit pour qui il est, et aucune qui lui donne envie d'en savoir plus sur elle. Il cherche la personne qui pourra donner un sens à sa vie, cette personne avec laquelle il sera libre d'être totalement lui, sans éprouver le besoin de porter un masque de bienveillance pour faire bonne figure. Et quoi de mieux que le fait de porter un masque lors d'un bal masqué pour faire tomber le masque et trouver son alter ego. Alter ego qui s'avère être Sophie Beck. À moitié noble, car fille légitime du comte de Penwood, et réduite à la servitude par une belle-mère qui l'a jalousée dès son arrivée et qui l'a mise plus bas que terre dès que l'occasion s'est présentée. Sophie
C'est un genre de Cendrillon qui va devoir affronter la réalité de la vie par absence de marraine la bonne fée, mais qui va finir par trouver son prince charmant. À la place des Gus-Gus et des animaux magiques, elle a reçu l'amour des domestiques et leur soutien jusqu'à la toute fin. Il y a une chose que je n'ai pas comprise dans l'adaptation de son personnage. C'est le fait qu'elle ait cru que son père l'avait abandonnée. Pour la petite histoire, Julia Quinn a écrit que le comte de Penwood ne calculait pas Sophie. Il la snobait royalement, même si elle ne manquait de rien dans la maison, et qu'il n'a jamais accepté qu'Araminta la mette à la porte. Du coup, d'après le livre, elle n'a jamais eu aucune raison de croire qu'il l'aimait ou qu'il prenait soin d'elle, ce qui rend parfaitement cohérent le fait qu'elle croit qu'il n'ait pas pensé à elle dans son testament. Or, dans l'adaptation, l'histoire est idyllique. Il parle avec Sophie, on ressent même un certain attachement entre les deux et elle l'appelle papa. Avec ce passif et sachant pertinemment qu'Araminta ne l'a jamais aimé, comment peut-elle avoir cru que son père n'avait pas fait mention d'elle dans son testament? C'est incohérent. Incohérent. Enfin bref, si je dois lister toutes les incohérences de cette adaptation, on n'en finirait jamais. Passons à un sujet plus intéressant. Son histoire d'amour avec Bénédicte commence vraiment comme un conte de fées, mais évolue avec cette réalité que le peuple a toujours voulu voir dans Cendrillon. Entre blessures, abandon, réalité des règles de la société, pour finir en happy end que les deux méritaient. J'ai particulièrement aimé que le personnage de Sophie soit ancré dans la réalité. Ça lui a donné plus de cachet. C'est une nana assez pragmatique, même lorsque ses sentiments étaient intenses. Et en termes de sentiments intenses, cette saison, la vicomtesse de Verrières nous en a donné. Que dire de Violette Bridgerton, que nous ne savons pas déjà? Vicomtesse de Verrières, mère aimante, en quête de l'union parfaite pour chacun de ses enfants, Violette est le modèle de la femme respectable de la bonne société. Et cette saison nous donne plus à voir sur ce qu'elle veut vraiment en tant que femme et non pas seulement en tant que mère. Je ne sais d'ailleurs pas jusqu'à présent si c'était une bonne idée d'avoir inclus une variante aussi osée pour elle dans cette saison, sachant tout ce qu'elle représente. Outre le fait qu'il est évident pour tous qu'elle ne peut pas oublier Edmund, même si elle se sent attirée par un autre homme, et même si elle va plus loin avec cet autre homme, elle ne peut pas franchir le cap du mariage. J'ai juste aimé la série de questions que Violette pose à toutes les mères célibataires par son comportement. Ne doit-on finalement vivre que dans le passé? Ne doit-on vivre que pour sa progéniture et renoncer à ses désirs de femme? Les deux sont-ils opposés ou peuvent-ils être complémentaires? En dehors des personnages principaux qui sont au cœur de l'intrigue, d'autres personnages m'ont donné à écrire. Et c'est également pour ça que j'ai particulièrement aimé cette saison au point de la déclarer meilleure de toutes les 4. Je commence avec la plus emblématique. Roulement de tambour. La reine Charlotte. Personnage haut en couleur et en coiffure, la reine Charlotte est l'un des personnages les plus emblématiques de cette série. Ce que l'on voit généralement d'elle, c'est son extravagance et sa capacité à faire de ses désirs des vérités. Très peu souvent, il a été donné au spectateur de voir son côté sensible. Ce côté qu'on a découvert dans le spin-off qui lui a été consacré par Netflix. Cette partie d'elle qui explique les raisons pour lesquelles elle est devenue un personnage à part entière et non plus une personne. Cette fois-ci, on a aperçu sa faiblesse. Non pas le roi, mais cette peur qu'elle ressent de se retrouver toute seule au palais. Car, avouons-le, la reine n'a pas d'amis. Elle n'est plus tellement entourée d'ennemis, certes, mais elle ne peut se reposer sur personne. Et c'est certainement le lot de bien des personnes de pouvoir, mais sa condition explique son engouement pour la saison mondaine, pour voir autre chose et pour avoir autre chose à ne penser que la mort prochaine du roi
et sa solitude. Il est vrai que j'apprécierais une saison 2 de son spin-off qui mettrait davantage en lumière les éléments qui ont fait d'elle le personnage qu'elle est aujourd'hui. Alice Mondrich. Je n'ai jamais compris l'utilité de l'ajout de ces personnages dans la série. Et honnêtement, on aurait pu s'en passer. Mais puisqu'ils y sont, autant leur trouver une utilité. Et dans cette saison, le couple Mondrich a enfin servi à quelque chose. Puisque c'est grâce à Alice qui a permis une entrevue avec la comtesse de Penwood et les Bridgerton que la reine a validé l'union entre Bénédicte et Sophie. Je tiens quand même à souligner à quel point je la trouve magnifique. C'est un pur régal pour les yeux et pour l'esprit par son tempérament. J'espère qu'elle aura plus de place pour évoluer maintenant qu'il est évident pour tous qu'elle prend la relève de Lady Danbury auprès de la reine. C'est une femme très intelligente, elle a les pieds sur terre et elle sait comment obtenir avec intégrité ce qu'elle veut. J'apprécie par ailleurs sa loyauté envers son entourage. J'ai aimé qu'elle n'ébride pas le fait que Bénédicte soit amoureux d'une servante alors que l'information même aurait pu la faire entrer dans les bonnes grâces de la reine. Passons maintenant à l'antagoniste de cette saison, qui est à n'en point douter Araminta Penwood, comtesse Penwood et belle-mère de Sophie. Outre le fait que ce soit une belle femme, il faut le dire, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais j'ai particulièrement aimé la profondeur que la série lui a donnée. Dans le livre, c'est juste une méchante belle-mère qui déteste la pupille de son mari et qui la maltraite parce qu'elle est avide de gain. Mais dans l'adaptation, il nous est donné matière à réfléchir sur son comportement, certes douteux, mais explicable, en rien acceptable. Nuance. Araminta, veuve à 2 reprises, avait réussi à faire 2 mariages d'amour. Et quelle ne fut pas sa surprise d'arriver dans la demeure de son second époux et de découvrir que ce dernier abritait sous son toit sa fille illégitime qu'il aimait et qu'il entretenait. En fait, c'est poignard 1, poignard 2, poignard. C'est carrément un vice caché. C'est-à-dire que je la comprends. Ça, c'est un vice caché qui est un motif de cassage de la vente. En fait, non seulement elle découvre le pot rose en arrivant chez elle, mais en plus, le monsieur ne prend même pas la peine de lui expliquer les choses. C'est-à-dire que, ah voici, c'est Sophie, c'est ma pupille. Prends ça comme tu veux. Si tu n'es pas contente, c'est pas mon problème. Peut-être qu'elle avait un mauvais fond dès le départ. Mais il n'en demeure pas moins que sa haine pour Sophie n'a cessé d'augmenter. Parce qu'elle était persuadée que son mari aimait Sophie plus qu'elle et ses filles. En fait, lorsque la base est biaisée, c'est difficile de rétablir la vérité. Et les choses ne sont allées qu'en empirant. En fait, Araminta, c'est une femme blessée qui blesse à son tour. Et elle ne blesse pas que Sophie. Elle blesse sa propre fille aussi. C'est d'ailleurs le seul véritable problème que j'ai toujours eu avec son personnage. C'est l'inégalité avec laquelle elle traite ses filles. C'est-à-dire que même la belle-mère de Cendrillon n'a jamais fait ça. Quoique, Portia Featherington l'a fait. Donc, c'est peut-être un problème qui est lié à la noblesse et pas aux belles-mères. C'est le moment de parler des points forts et des points faibles de cette saison. Et je m'excuse d'avance s'il y a des comparaisons avec le livre. Je n'y peux rien, j'ai lu le livre et il était très cohérent. Je commence donc par les points forts. Point fort numéro 1, Bénédicte est plus beau dans sa saison que Colin et Anthony dans les leurs. C'est un point qu'il me paraît important de souligner tant le peuple a critiqué l'absence de glow-up des précédents personnages principaux masculins. Point fort numéro 2, j'ai particulièrement aimé la profondeur que la série a donnée à Araminta. Je viens d'en parler il n'y a pas longtemps. Ça rend le personnage plus complexe et plus compréhensible aux yeux du grand public. Je crois même qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'identifier à elle et qui, en fait, valident son comportement.
Une femme blessée qui blesse, c'est plus facile à comprendre que de la méchanceté pure et gratuite. Point fort numéro 3, la bande sonore. C'est toujours d'une qualité exceptionnelle. Elle transporte le spectateur dans cet univers du passé avec cette touche de modernité qui nous permet de nous retrouver. Même si je n'ai pas reconnu tous les titres, je l'avoue, j'ai beaucoup aimé. C'était un moment plaisant et qualitatif. Point fort numéro 4, les adieux entre la reine et Lady Danbury. En fait, pendant que j'y pense, j'ai les larmes qui me montent aux yeux tellement la scène était déchirante. Et j'ai pleuré. J'ai vraiment cru que mon cœur se déchirait. Oh là là. En fait, on a tellement peu l'occasion de voir ces deux femmes fortes en état de vulnérabilité. En fait, ce sont des matriarches qui portent de grandes responsabilités, mais maintenant le peuple sait qu'elles sont aussi humaines. Point fort numéro 5. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. La complexité émotionnelle et relationnelle traitée dans la saison est tout bonnement exceptionnelle. Il y a tellement de thèmes, tellement de sentiments, tellement de personnages, tellement d'histoires que le tout donne une profondeur exceptionnelle à chacun des épisodes et ça embellit considérablement l'histoire d'amour entre Bénédicte et Sophie parce que on n'est pas que sur eux, il y a tout un ensemble qui fait en sorte que leur histoire est obligée de fonctionner pour que le spectateur se sente bien quand même à la fin. Point fort numéro 6, la série a assez bien retranscrit cette douleur de Francesca à ne pas concevoir. Ce qui a brisé l'image de l'épouse parfaite à laquelle elle s'était mise en tête de coller parfaitement. Et son trouble est tellement communicatif que le spectateur ressent ses émotions en même temps qu'elle. Je pense qu'il y a le jeu d'acteur qui y est pour beaucoup, mais le montage, le cadrage, la musique, en fait, tout a fait en sorte que je ressente la détresse de Francesca comme si c'était la détresse de ma sœur. Les points négatifs maintenant, souvent plus longs, mais toujours bienveillants. Point négatif numéro 1. La dualité à l'intérieur de Bénédicte n'a pas du tout été assez exploitée. À mon sens, elle a été à peine survolée parce qu'il y avait tellement de choses à montrer sur ce qu'il pense, sur ce qu'il est, sur ce qu'il n'arrive pas à faire, sur les doutes qu'il a, que j'ai été déçue que ce ne soit pas exploité à sa juste valeur. Point négatif numéro 2. Le changement des origines des Penwood m'a dérangé. On en arrive à avoir des contes asiatiques qui ne respectent pas les caractéristiques décrites par l'œuvre originale et qui n'étaient surtout pas nécessaires à l'intrigue. Clairement, donner aux Penwood cette origine n'apporte absolument rien à l'histoire. Je m'attendais à voir une Sophie Beck, B-E-C-K, et non Beck, B-A-E-K. Je m'attendais à voir une blonde aux yeux vert noisette, bien que je doute que cette couleur existe en réalité. Et je m'attendais à voir une Posy enrobée face à une Rosamund parfaite, mais la série m'a donné l'inverse. Posy était mince, belle et parfaite, et Rosamund était hautaine et enrobée. Point négatif numéro 3. L'incohérence entre le traitement que Sophie a reçu de son père et le fait qu'elle ait cru qu'il ne lui avait rien légué. Oui, franchement, ça m'a touché. Ça m'a vraiment dérangé. Je vais le redire au risque de paraître radotante, mais dans le livre, il ne la calcule pas. Ce qui rend logique le fait qu'elle croit qu'il ne lui ait rien légué. En effet, pourquoi aurait-il pensé à elle après sa mort alors que de son vivant, il ne le faisait pas? Alors que là, il l'a aimée. Il l'a chérie toute son enfance. Il n'y avait donc aucune raison logique pour qu'il l'oublie à sa mort. Et donc, aucune raison de penser qu'Araminta, qui la détestait ouvertement, ait pu lui dire la vérité au sujet du testament de son père. Mais enfin,
Point négatif numéro 4. La sous-exploitation d'Héloïse. Je veux bien qu'un petit rôle lui ait été attribué et que son personnage ait été présent dans tous les épisodes, mais à la vérité, elle n'a servi à rien dans cette saison. Alors que dans le livre, elle s'enfuit lors du bal masqué pour se rendre chez Sir Philip Crane. Et elle est donc absente pendant toute l'histoire de Bénédicte. Il aurait été nettement plus judicieux que la série donne des indices sur son escapade prochaine en mettant, par exemple, c'est une idée comme ça, en avant le fait qu'elle aurait supposément passé beaucoup de temps sur son secrétaire à échanger du courrier avec quelqu'un et qu'elle soit devenue secrète, mystérieuse comme le font les femmes qui sont amoureuses là. Point négatif numéro 5. La problématique de conception chez les Kill-Martin a été mal exploitée. Je dirais même que cette problématique a été détournée par un banal problème d'intimité conjugale. Et ce sera certainement le cas dans la saison prochaine qui est apparemment consacrée à Francesca, puisqu'il semble s'agir d'une romance entre Francesca et Michaela. Ce qui est totalement incohérent avec son désir profond de devenir mère. Enfin, une grande partie de l'histoire de Francesca tourne autour de la conception, de son désir de devenir mère, de porter un enfant. Point négatif numéro 6. L'abondance de personnages inutiles et de scènes qui n'apportent aucune teneur à l'histoire et dont les spectateurs auraient aisément pu se passer. Je pense au retour de Cressida. Cooper épouse Penwood. Pourquoi ? Pour montrer qu'Héloïse sait faire preuve d'humanité. Ou bien pour donner à Pénélope l'occasion de se venger. Expliquez-moi, parce que vraiment, je n'ai pas saisi l'utilité de son retour dans la série. C'est l'heure de la conclusion. Parce que oui, c'est déjà la fin de ce podcast. J'avoue, sans difficulté aucune, que la chimie entre Sophie et Bénédicte m'a particulièrement prise aux tripes. Je ne m'y attendais vraiment pas, tant mes attentes concernant cette saison étaient nulles. Je fais humblement mon mea culpa et je demande pardon pour toutes les fois où j'ai dénigré la saison 4 sans l'avoir vue. Maintenant que c'est fait, je pense sincèrement qu'il s'agit de la meilleure saison des 4 déjà réalisées et diffusées sur la plateforme. Je ne suis pas sûre que cela s'explique de façon logique, même si je soupçonne que ce soit le fait que Netflix ait réussi à rendre l'adaptation plus intéressante que le livre. Bien qu'il y ait certaines incohérences et quelques ratés, l'essence même du conte de fées fait toujours rêver. Bénédicte et Sophie m'ont emporté dans leur histoire d'amour. J'ai clairement mis les organes, tout comme dans la première saison, et je ne le regrette vraiment pas. Le petit plus de cette saison, c'est que la difficulté pour ces deux-là d'être ensemble était plus ancrée dans la réalité de l'époque que les saisons précédentes, en ce sens que le respect des conventions et des règles établies par l'aristocratie était plus qu'une écharpe dans le pied de nos deux protagonistes. Le fait que Bénédicte choisisse Sophie le met au banc de cette société qu'il rejette, mais qu'il ne peut pas se résoudre à quitter. Mais aussi, ce choix l'oblige à quitter sa famille, toutes les personnes qu'il aime et auxquelles il est attaché. Pourquoi ? L'amour d'une femme. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ? Leur histoire d'amour, ce n'est pas juste un cendrillon. C'est un choix difficile, autant pour l'un que pour l'autre. Bénédicte doit renoncer à tout pour n'être qu'avec une femme. C'est romantique, certes, mais c'est parfaitement idiot et inconséquent. Parce que les retombées sur sa famille
pourrait la détruire et l'avenir de ses sœurs non mariées avec. Quant à Sophie, elle sait exactement qu'être une maîtresse n'est pas un avenir et elle doit renoncer à l'homme qu'elle aime pour lui permettre de rester auprès de ceux qui sont là pour lui depuis qu'il existe. Si ça, ce n'est pas le vrai amour et le vrai sens du sacrifice, je ne sais pas ce que c'est. Ma conclusion est un peu longue, mais si vous ne devez retenir que peu de choses, retenez que cette saison est complexe à cause des sentiments de tous les personnages, les principaux, les secondaires, à cause des thématiques abordées. C'est ce méli-mélo de complexité qui rend la saison belle et profonde. C'est pour cela, pour tout cet ensemble, que je trouve qu'il s'agit de la meilleure des 4 saisons. J'ai clairement eu un coup de cœur et je l'assume parfaitement. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire après l'avoir écouté sur ta plateforme d'écoute préférée et n'oublie pas de le partager pour que plus de personnes puissent l'écouter à leur tour. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater mes prochains contenus et je te dis à bientôt.